dirais également caribéenne, parce que ça aussi c'est important. Il se veut ouvert au monde, au vent des mondes et sensible à tous les combats de l'humaine condition. D'accord? Lauréat de nombreux prix littéraires, que je lui laisserai le soin de vous citer, membre du prix Carbet des Amériques, il exprime avec talent la diversité et la complexité des lettres antillaises. Il a publié de nombreux romans, dont L'homme au bâton, Tambour Babel, L'écran rouge, Cantique des tourterelles, et je vous dirai également qu'il a écrit des choses vous concernant la jeunesse. Et c'est bien ceci qui va nous rassembler aujourd'hui, puisque dans cet échange que je souhaite très nourri, très chaleureux, vous aurez à la fois à l'entendre, mais à lui poser des questions sur cette jeunesse qu'il a si bien dépeint dans le document que vous avez étudié. Monsieur Ernest Pépin, c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté que nous vous accueillons. Je vous laisse volontiers maintenant avec les élèves de 3e C et de 3e D qui se sont préparés à cette rencontre avec vous. Je vous remercie. Je suis toujours très content de rencontrer des élèves de manière générale parce que j'ai été enseignant pendant une dizaine d'années. J'ai enseigné en la Martinique en particulier, au lycée Chelcher, au lycée de jeunes filles, disait-on autrefois, au lycée Trinité également. Donc, ce sont quelque part des retrouvailles. Comme j'essaie de me présenter, de me faire connaître. Donc, après mes études de lettres qui ont vécu à Bordeaux, je suis revenu à la Martinique. Je suis resté 10 ans de 1974 à 1984. Et après, je suis rentré en Guadeloupe pour être directeur du Centre d'action culturelle de la Guadeloupe, qui s'occupe de la culture. Et ensuite, je suis entré au Conseil général comme directeur des affaires culturelles, poste que j'ai occupé jusqu'à l'année dernière et où j'ai rejoint le cabinet du président du Conseil général. Mais parallèlement, j'ai poursuivi ma passion qui était d'écrire, ma passion qui était de lire également, et qui m'a conduit à faire un certain nombre d'ouvrages, de poésie d'abord, parce que j'aime beaucoup la poésie, je suis vraiment un passionné de poésie, ensuite des romans, ensuite des livres pour la jeunesse, et cela me vaut le plaisir et l'honneur d'être avec vous comme président du jury du prix Carbet, qui a été créé par Édouard Glissant sous les idées fondamentales qui sont les siennes. Voilà. Donc vous avez entendu parler d'Édouard Glissant, je suppose. Oui. Une grande figure de la Martinique, mais une grande figure de la Caraïbe et une grande figure quelque part du monde aussi, puisqu'il a fini avec une conception qu'il a appelée le tout monde. Il voulait essentiellement, à mon avis, recréer une vision du monde qui nous concernait particulièrement pour la raison très simple qu'il a constaté que nous étions les fils d'une histoire brisée, une histoire qui avait connu l'esclavage, qui avait connu des difficultés, les fils d'une géographie éclatée au sein de la Caraïbe, et que pour toute cette raison-là, il fallait trouver des repères, se reconstruire, créer un monde nouveau, mais un monde nouveau qui comprenait, qui refusait en tout cas l'idée occidentale, l'idée d'une domination du monde ou de rapport de domination entre les hommes, mais au contraire une idée d'éclatement, mais de la diversité. Accepter la diversité, accepter que les gens sont différents, certes, les lieux sont également différents, les lieux se comptent beaucoup dans l'œuvre de Glissant, mais il n'y a pas de lieu supérieur aux autres lieux, et que tous les lieux se valent. Il fallait vivre avec cette idée-là pour savoir échanger, pour savoir, quand il le faut, se changer aussi, tout en préservant un langage commun, un langage autour de l'humanisme et autour, je crois, pour le dire pour Édouard Glissant, d'une forme de rébellion contre les idées dominantes auxquelles nous sommes très souvent habitués près d'une dizaine d'années. Je crois que les jeunes n'arrivent pas à comprendre que
c'est plus un cri d'amour vers la jeunesse qu'une volonté de critiquer la jeunesse. Il est évident que lorsqu'on interpelle, on prend un ton, on prend une posture, et que cela peut ressembler à de la critique. Mais ce que je voulais essentiellement, c'est pousser le jeune à admettre la responsabilité, à comprendre que, quel qu'il soit, je dis que la jeunesse est un piège. Il est jeune un temps donné, il est jeune de telle année à telle année, mais qu'il doit assumer une vie. Et pour assumer cette vie-là, il faut avoir conscience des valeurs et avoir conscience aussi du sens de la responsabilité, se choisir, se situer. Et donc, par conséquent, il faut aussi de la boussole de la culture qui permet de comprendre le monde, qui permet de se situer, de se positionner dans le monde et de faire des choix. Et je l'invite fondamentalement à faire, enfin je vous invite, puisque je parle, vous êtes devant moi, à faire le bon choix. Comment est née cette volonté de faire une lettre ouverte à la jeunesse? C'est cela aussi qui est important. Il faut savoir qu'à l'époque, je vivais avec ma belle-fille que j'observais. Et ce qui me frappait énormément, elle était adolescente, elle devait avoir 16 ans, c'était le désintéressement de tout. Elle s'appelle Livia. Je disais, Livia, on va voir une exposition de peinture. Ça ne m'intéresse pas. J'ai une bibliothèque énorme chez moi, il y a des livres. Est-ce que tu veux lire un livre? Est-ce que je peux te les prêter? Ça ne l'intéresse pas. Et qu'elle était intéressée, me semble-t-il, que par les futilités, que ce que je considère comme des futilités. C'est-à-dire aller danser, aller à la plage, enfin. Bon. Non, je ne reproche pas, je ne veux pas critiquer le fait d'aimer aller à la plage ou d'aimer danser. Et moi-même, j'aime danser. C'est pas ça. C'est qu'une vie ne se résume pas à cela. C'est ça qu'il faut comprendre. Je disais à mes élèves quand j'étais enseignant, et je vais vous dire la même chose, que vous êtes là aujourd'hui comme jeune. Vous êtes là aujourd'hui comme jeune. Mais vous aurez bientôt des responsabilités à assumer, un loyer à payer. Vous serez père et mère de famille. Vous aurez des combats à mener pour pouvoir exister. Et que si dès maintenant, vous ne savez pas vous préparer à cette vie, à ces contraintes qui font partie de toute vie, vous ne pourrez pas vous en sortir facilement. C'est pourquoi très souvent, à mon avis, on voit non pas des jeunes mais des adultes qui eux-mêmes sont en difficulté parce qu'ils ne se sont pas préparés à affronter le monde, à comprendre les problèmes essentiels, à comprendre les questions essentielles et qui commettent beaucoup d'erreurs et qui parfois, le livre s'appelle, le livre qui a été imprimé, Parabole du failli, mais ils sont comme en faillite dans leur propre vie. Vous savez qu'on a des problèmes de violence, vous en entendez parler. Vous voyez quand même qu'il y a des problèmes de drogue, vous en entendez parler. Vous savez qu'on ne peut pas bâtir une vie en étant persuadé que la vie ne pose pas de problème et qu'il suffit de se laisser flotter, de se laisser planer et qu'on aura toujours ce qui est dans la tête des jeunes, les parents derrière soi pour pouvoir vous aider. Il faudra un jour assumer par vous-même votre destin et en faire en sorte qu'il soit constructif et constructif pour vous, mais pour votre pays, la Martinique, et pour l'endroit où vous pouvez vivre, où vous vous installez. Donc c'est ce message-là que essentiellement je voulais faire passer, la responsabilité. Et alors pour cela, bien sûr, j'ai décrit ce que je voyais parce que je suis allé près des lycées. Je suis allé voir des jeunes. J'ai regardé comment ils se comportaient. Et c'est vrai que très souvent, la notion de respect est une notion qui disparaît. On voit des jeunes en train d'injurier dans les rues comme si cela faisait partie de bon ordinaire, je dirais. Ils n'ont pas de respect pour les personnes âgées, ils n'ont pas le sens d'une solidarité, ils n'ont pas le sens, je dirais, de construire ensemble, de vivre ensemble, de plus en plus. Même quand je conduis, je suis effaré. Je vois brusquement un jeune qui passe en mobilette ou en moto, dans des conditions difficiles, qui se met en danger, qui me met en danger, et qui en plus vous injurie avant de partir. C'est pas normal. Ça vous fait sourire peut-être, mais ça ne me fait pas sourire. Je deviens triste. Parce que ça ne correspond pas, et c'est pourquoi j'ai insisté sur la culturelle, à la culture de nos sociétés. Nous sommes nés, évidemment, avec la violence de l'esclavage. Mais nous avons créé des ripostes qui sont la solidarité, une certaine entente au sein de la famille, c'est une façon de vivre
on disait bonjour, on disait bonsoir, on avait le souci de l'autre. Et brusquement, cette génération d'aujourd'hui, depuis quelque temps en tout cas, passe à côté de ces valeurs, de ces habitudes-là, pour pouvoir prôner, soi-disant, une liberté à tout craint. Je ne suis pas contre la liberté. Je suis peut-être même un amoureux de la liberté. Mais une liberté doit être constructive. Elle ne peut pas être une liberté qui détruit la personne qui porte la liberté et qui détruit surtout l'entourage. Parce que quand on se drogue, quand on est dans la violence, quand on a décroché, quand on est débranché, comme je dis dans le roman, dans le texte, pardon, on finit par être dangereux pour soi-même, pour la société tout entière et pour son entourage proche, familial et amical. Voilà donc ce que je voulais faire comprendre essentiellement. Oui. Alors, je vais demander à ceux qui posent des questions de se lever, s'il vous plaît. J'ai des questions. Une remarque, vas-y, lève-toi et fais la deuxième question. Juste avant, M. Pépin, permettez-moi de vous présenter Mme Mercier, qui est le professeur de lettres de ces classes et qui mène avec ses élèves depuis un certain nombre d'années un travail intéressant concernant l'éveil des consciences, concernant la prise en compte de leur environnement et puis concernant leur créativité parce que ils en ont. Voilà. Je remercie Mme Mercier du travail qu'elle fait et de s'intéresser aussi à ce que j'ai pu écrire. Vous savez, j'ai écrit La Nouvelle à la jeunesse il y a longtemps, il y a près de 10 ans là maintenant. Et effectivement, j'ai été un petit peu agacé parce que dans plusieurs classes où je suis allé, on me disait toujours la même chose. Ah, vous critiquez la jeunesse. Ce n'est pas une question de critiquer la jeunesse. C'est une question... Je pars du principe, et j'essaie de me faire comprendre. Nous avons un pays à bâtir. Vous avez une Martinique à bâtir. En Guadeloupe, je dirais, nous avons une Guadeloupe à bâtir. Ce sont des pays difficiles. Des pays qui sont passés par des histoires douloureuses. Des pays qui ont eu du mal à se retrouver, du mal à construire leur fraternité, à vivre leur solidarité et également et leur bien-être, leur épanouissement. Et tous ces auteurs-là, de manière générale, comme Édouard Glissant, dont le Carbi, c'est lui qui l'a créé, vous avez entendu parler d'Aimé Césaire, vous avez entendu parler de Bandela, qui n'est pas un auteur, mais qui est un homme politique important pour l'Afrique du Sud. Ce sont des bâtisseurs. S'ils sont importants, ce sont des repères, des guides, et qui peuvent par conséquent inspirer la jeunesse. Et c'est ce que moi je souhaite. Qu'au lieu d'être, je disais, en tout cas pour la Guadeloupe, j'aimerais un monde où on partage plus les livres que les bouteilles de champagne. Parce que je vois la consommation, comment elle détruit les gens, comment les gens sont obsédés par l'avoir, par le fait d'acheter. Ils ont l'impression qu'ils se réalisent par la consommation, ils se réalisent par une voiture, ils se réalisent par des vêtements, mais on se réalise par ce qu'on est et on se réalise surtout par ce qu'on fait pour sa société, pour pouvoir progresser. Donc c'est dans ce sens-là que je voulais essentiellement parler. Alors, je me suis toujours dit qu'un livre n'est pas facile à lire, surtout si ce sont des gros romans. Mais votre livre, je l'ai plutôt lu facilement, parce que je me suis vue dans le livre. Il montre qu'en fait, c'est vraiment ce qu'on est. Mais pour la deuxième chose, parce que quand on lit le livre, on n'a pas l'impression qu'on lit un livre, on a plutôt l'impression d'être en train de dialoguer avec quelqu'un en face et que cette personne nous est familière en fait. J'ai eu le souci, effectivement, de dire, c'est pourquoi j'ai appelé ça lettre ouverte, comme une lettre que j'écrirais à une cousine ou à un cousin, quelqu'un de très proche, pour me faire comprendre. Vous avez remarqué que ce qui m'a été reproché aussi par certains, je tutoyais, je dis tu, mais c'était pour créer un effet de proximité, pour que la parole circule facilement, je dirais, de l'un à l'autre, sans obstacle, et qu'on comprenne que finalement, il s'agit là vraiment d'un dialogue, d'un échange, pour essayer de faire comprendre cette question de responsabilité qui me paraît essentielle. Je suis parti
d'une idée qui est la suivante. C'est que on ne pourra pas totalement changer le monde. On peut se changer soi, à partir des choix que l'on fait. Que finalement, nous sommes responsables, que notre vie nous appartient. Et elle n'appartient à personne d'autre. Je ne peux pas choisir et te dire d'aller consommer de telle manière ou d'aller te comporter comme ceci, comme ça. C'est toi-même qui dois donner un examen de conscience. J'aime le mot d'Édouard Glissant, soleil de la conscience. Dans le soleil de la conscience, la luminosité, ce qui permet de voir et de comprendre, faire des choix convenables, des choix responsables, des choix qui permettent d'avancer et de s'épanouir et d'avancer. Parce que ce que je souhaite, ce que tout le monde souhaite, je crois, ce que votre principal souhaite, ce que votre professeur, c'est l'épanouissement aussi. C'est que vous soyez des personnes épanouies. Non pas des légumes, non pas des personnes irresponsables, mais des personnes épanouies, au courant du monde, soucieux du monde et voulant faire aussi le bien dans le monde. Voilà ce que je peux vous dire. Vous faites porter le fardeau à la jeunesse, mais on n'est pas seul parce que dès qu'il se passe quelque chose, par exemple une vitre cassée, on pense toujours que c'est un jeune qui a cassé la vitre. Donc je ne sais pas pourquoi. Je ne dis pas que vous mettez tous les jeunes dans le même panier, je ne dis pas ça. Mais dès qu'il se passe quelque chose de mal, on pense toujours que c'est un jeune qui est, comment dire ça, qui a fait le geste. Parce que qui est responsable. Parce que je ne pense pas. Parce que, prenez l'exemple de la France, il y a beaucoup de choses qui se font, je ne sais pas. Et aussi c'est pas, il y a aussi des personnes âgées qui volent, qui violent, qui prennent de la drogue, etc. Mais la plupart du temps, dès qu'on parle de violence, de délinquance, on pense tout de suite aux jeunes. Parce que je ne sais pas si parce qu'il a une apparence, par exemple, il a des locks, il est mal habillé, le pantalon sous des fesses, je ne sais pas si c'est pour ça, si c'est une image négative qu'on envoie de nous, mais ce n'est pas forcément ça. C'est tout. En tout cas, il faut se poser des questions. Je n'ai pas voulu culpabiliser le jeune. Je ne crois pas sincèrement que tout jeune soit mauvais, que tout ce qui se passe dans le monde vient de la faute des jeunes. Par contre, ce que je dis, et ce que l'on peut constater, nos sociétés ont eu ce que j'appelle un problème de transmission. On n'a pas transmis les valeurs essentielles dont nous avons hérité dans notre société pour pouvoir avancer. Les jeunes se sont trouvés plongés dans une forme de modernité, on appelle ça modernité, en tout cas, sans préparation et sans réflexion. Et c'est le côté aveugle de leur fonctionnement vis-à-vis de ces questions fondamentales qui parfois peut être inquiétant. Ce qu'on constate, moi je reviens sur les choses que j'ai constatées. Il ne s'agit pas de dire que tous les jeunes agressent, mais il y a quand même une dérive, il faut le reconnaître, qui est propre à nos sociétés et qui se manifeste par de la violence. On a tué pratiquement le mois dernier, combien de personnes en Guadeloupe? Tous les jours, François sortait, parlait de meurtres, parlait de personnes tuées, de vies assassinées, parlait bien sûr d'accidents aussi, en moindre proportion. Donc tout cela traduit une violence, une insécurité qui s'exprime à cause de cela. Et pendant ce temps, qu'est-ce que les jeunes disent de manière, qu'est-ce qu'ils répondent? On a le droit, c'est possible. Je dis, il faut se choisir. Il faut choisir convenablement. C'est très important. Il faut décider, il faut vouloir, il faut se battre pour pouvoir améliorer les choses, la situation, et faire en sorte qu'elle progresse. Elle ne peut pas progresser d'elle-même. Tous les gens, par le passé, ils ont lutté, qui ont fait quelque chose, qui ont apporté quelque chose, ont lutté. C'est le résultat d'une lutte. Je pense que vous pouvez regarder autour de vous, et je dis ça à un moment donné dans le texte, vous êtes tous des héritiers de l'histoire, tous les héritiers d'un certain nombre de personnes, tous les héritiers de ceux qui ont construit, de ceux qui ont bâti. Et finalement, il faut essayer de, si c'est possible en tout cas,
de tirer des leçons pour pouvoir se positionner convenablement. Pensez-vous que pour changer les choses en Martinique et en Guadeloupe, les jeunes soient véritablement entendus par les politiques et les adultes? J'aimerais bien savoir, moi j'aimerais un débat. Et c'est pourquoi j'ai fait cette lettre-là, mais j'aimerais qu'il y ait personnellement un immense débat sur la question de la jeunesse. Mais un débat où participeraient toutes les autorités, aussi bien les politiques, je sais que sur le des politiques on met beaucoup de choses, on leur reproche beaucoup de choses, que les religieux. Mon fils a été, je donne un exemple, scout. J'ai envoyé mon fils faire du scoutisme parce que je savais qu'il apprenait des valeurs à ce moment-là de solidarité. Il apprenait comment se comporter vis-à-vis d'autres jeunes comme lui-même. Et aujourd'hui, on voit que toutes ces structures s'affaiblissent. Et c'est l'affaiblissement de tout, de l'Église, de la politique, de la justice aussi, qui pose des problèmes, qui rend les choses très difficiles. Donc je crois que cette question de la jeunesse mériterait un vaste débat collectif où tout le monde participerait, y compris le jeune lui-même, de façon à déceler et détecter si possible où se trouve le malaise, où est-ce qu'il y a des problèmes et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Je vais vous faire un aveu. Vous ne voulez pas comprendre ça, vous croyez que ce sont des choses que j'ai écrites comme ça. Mais ce n'est pas comme ça. Quand je rentre dans une station d'essence, quand je conduis, je suis inquiet. Je suis inquiet. Je suis inquiet pourquoi? Parce que je vois des jeunes sur le scooter, le cabri, comme on dit ça en Guadeloupe très souvent. Ils ne vous saluent pas, ils ne disent pas bonjour, ils ne font rien pour être aimables, ils ne se préoccupent pas de vous. Si vous êtes en difficulté, si vous avez un problème, vous avez le sentiment que vous êtes quasiment abandonné devant le problème ou la difficulté. Vous ne sentez pas un lien. Et seul il y en a qu'il faut recréer entre les jeunes et bien sûr les anciens. On s'aperçoit que la notion même de lien est en train de disparaître. Les jeunes n'ont plus de souci de leurs proches, de leurs parents, de leur environnement immédiat. Et c'est inquiétant. Et parfois, très souvent, malheureusement, il y a aussi de la violence. La violence, je veux dire, entre enfants et parents. Alors, je suis d'une génération qui a beaucoup subi de la part de son propre père comme autorité. Mais entre l'extrême autorité que nos parents avaient autrefois et le laisser-aller total d'aujourd'hui, je pense qu'il y a une limite à trouver et à bâtir ensemble. Et tout le problème est là. C'est qu'on refuse même la notion de limite. Les gens disent, mais non, mais j'ai le droit. Je peux faire ce que je peux, ce que je veux. Et personne ne peut m'empêcher de faire ce que je veux. Mais c'est une vie sociale, on n'est pas seul dans cette vie-là. On est avec les autres, parmi les autres, et pour faire avec les autres. Alors, vous jugez les jeunes dans ce livre, mais nous pensons que beaucoup d'entre eux ont manqué d'éducation. Donc, que faire auprès des parents et des politiciens? Et pourquoi ne pas avoir écrit une lettre ouverte aux parents? C'est un choix que j'ai fait qui a été volontaire. Je dis au départ, je sais qu'il y a des problèmes avec les hommes politiques. Je sais qu'il y a des problèmes avec les parents. Je sais tout cela. Mais je voulais que le jeune s'interroge lui-même, se remette en question lui-même. Je voulais qu'il comprenne que chacun est comptable de ce qu'il fait. Quand j'entends, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, qu'un jeune a planté un couteau dans le dos d'un jeune homme ou dans le ventre de notre jeune homme, il ne faut pas qu'il me dise c'est la faute de mes parents. Il ne faut pas qu'il me dise c'est la faute des hommes politiques. C'est son bras qui a tenu le couteau. Et c'est lui qui a assassiné, c'est lui qui a blessé quelqu'un. Donc c'est ce que je voulais faire comprendre que on ne peut pas comme cela, dans une sorte de monde
sans frontières, je dirais, faire n'importe quoi et croire que tout est permis, que tout est possible. Il y a une permissivité qui me semble trop grande aujourd'hui. Bien sûr, il ne s'agit pas de jouer la sévérité contre la permissivité, mais il y a quand même des repères, il y a quand même des conduites à avoir pour pouvoir se positionner dans tout cela. Alors en cours, quand ils ont posé cette question, je trouvais ça très intéressant parce qu'ils ne disaient pas que ça excusait les actes de la jeunesse, mais ils se demandaient pourquoi en complément vous n'aviez pas choisi d'écrire une lettre ouverte aux jeunes parents notamment, après avoir écrit cette lettre ouverte à la jeunesse. Et c'était plutôt en question de complémentarité en fait. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes parents qui sont décevants. On a été obligés, vous imaginez un peu, vous ne réfléchissez pas sur ces questions-là, obligés d'inventer l'école des parents. Mais pour quelqu'un de ma génération, c'est quelque chose d'aberrant. Mais c'est insultant. L'école des parents, on va apprendre à un papa comment être papa, à une maman comment être maman, à des parents comment être parents. Voilà où on en est maintenant. Les choses sont devenues tellement graves qu'on n'a plus de repères. On est obligé d'inventer des bricoler, je dirais, des solutions qui parfois ne donnent pas toutes leurs... qui ne produisent pas tous leurs effets. Oui, si je puis juste apporter ma petite contribution à ce dialogue très intéressant. Je disais qu'avant, oui, il y avait une école. Il y avait une école, c'est la société qui se chargeait, la grande famille sociétale qui se chargeait d'éduquer les jeunes parents. Maintenant, chacun est retranché chez soi et donc les enfants sont éduqués uniquement par papa, maman. Et puis il n'y a pas tout autour les grands-mères, les grands qui donnaient leur avis. Hein, c'est un petit peu ce que je voulais rajouter. Et puis, il y a un aspect qu'on n'a pas beaucoup évoqué. Le rôle des médias, de la télévision. On me parle beaucoup d'hommes politiques, mais ce n'est pas les hommes politiques qui sont accrochés derrière la télévision. Nous avons des séries télévisées qui font qui déchaînent les passions des adultes comme des jeunes d'ailleurs. Et très souvent, quand on regarde comment c'est construit, parce qu'il y a un objectif derrière tout cela. On ne fait pas des choses là par hasard, on choisit les acteurs. On choisit, je pense personnellement, pour donner un exemple, je ne suis pas contre le raga, je ne suis contre rien. Mais lorsqu'on montre très souvent des chanteurs et des chanteuses aussi, dans des attitudes sexy, entourés d'une situation qui laisse penser qu'ils sont riches, qu'ils peuvent devenir riches, que l'argent va tomber du ciel, que tout est dû, que c'est facile. Mais évidemment, on crée une vision du monde qui n'aide pas véritablement à vivre et qui ne conduit pas vers l'effort. C'est cela que le jeune perd de plus en plus. Le jeune est persuadé que tout va de soi. Or, tout ne va pas de soi. Je pense que vous avez déjà entendu ce discours. Question suivante, Thierry, tu avais une question intéressante à poser. Les jeunes qui vous vous adressez ne lisent pas tous forcément. Et est-ce que votre livre a-t-il un véritable succès auprès d'eux pour vous adresser à nous et vous passer par d'autres techniques de communication? Oui, c'est déjà, le fait que ce soit là, c'est une technique de communication que je change ouvertement et je vis dans beaucoup d'écoles. Mais ce que je veux dire fondamentalement, c'est vrai que tout le monde ne le lit pas. Mais il y a des médiateurs entre le livre et ceux qui pourraient être touchés par le livre. Il y a des professeurs, mais il y a aussi des responsables d'associations. Je suis souvent invité par des présidents d'associations qui veulent débattre. Je me souviens d'une belle expérience au Lamentin, ici à la Martinique. On m'a demandé de venir, et on avait demandé aux jeunes par quartier de débattre du livre, et lorsque ils se sont débattus entre eux, on a fait un compte final de tout le monde, et là on m'a demandé de venir pour pouvoir donner mes arguments et discuter avec les jeunes. Voilà un exemple de ce que l'on peut faire
qui concerne tout le monde, que celui qui avait lu c'était très bien, mais celui qui n'avait pas lu également pouvait participer et pouvait donner son point de vue et pouvait aussi, je pense, s'améliorer s'il était sur un mauvais chemin. Le problème, je crois que vous ne percevez pas assez, c'est que ce livre a été reçu par beaucoup de gens, c'est la vérité, comme si tous les jeunes sont des bandits, comme si tous les jeunes posent des problèmes, comme si tous les jeunes, finalement, ne savent pas comment se conduire et comment se comporter. Je m'adressais fondamentalement, en tout cas, je pensais à une frange de la jeunesse parce que je voyais une certaine dégénérescence des rapports humains dans cette jeunesse-là se manifester. Je répète ces termes-là parce qu'ils sont importants. On ne peut pas tolérer, ou en tout cas accepter, la violence ambiante. On ne peut pas tolérer le fait qu'au moindre souci, au moindre problème, au moindre faut pas, on vous injurie. Et on veut même, il y a des gens qui ont peur, il y a des parents qui ont peur de leurs enfants. Vous croyez que c'est sérieux? Un monde où les jeunes ne se gênent pas. J'ai une soeur qui est enseignante. Ce qu'elle me raconte, qu'elle vit dans son lycée, c'est effrayant. Il y a des jeunes qui disent aux parents, devant le chef d'établissement, tais-toi! Tais-toi! C'est que c'est le monde à l'envers. Donc je pose le problème de ces gens qui exagèrent et qui finalement mettent le monde en péril de cette façon. Vous avez droit à la liberté, vous avez droit au respect, vous avez droit à la sécurité, vous avez droit aux conditions qui font qu'on peut vivre ensemble le plus sereinement possible. Mais je crois qu'un des chemins, pour répondre un peu à la question, c'est aussi la culture. Je crois beaucoup que la culture permet de comprendre, d'avoir des idéaux, d'aller de l'avant, d'essayer d'améliorer la situation générale. Je crois que la culture a un grand rôle à jouer. Ce ne sont pas les hommes politiques. J'ai parlé d'église, je crois aussi aux églises, mais ce ne sont pas uniquement les églises, les hommes politiques, mais les artistes d'une manière générale. Les artistes comme symbole, comme moteur finalement d'une autre vie, ont un grand rôle à jouer. Et la question, c'est que nous acceptons trop facilement n'importe quel discours d'artiste. Je me souviens, il y a près d'une dizaine d'années maintenant, mais je vais donner l'exemple. Il y avait une chanson qui était à la mode, qu'on passait à la radio. Elle disait « Girl », en parlant aux filles, en quelque sorte, crier « Wawa ». Ouais, ça vous fait rire. Moi, ça ne me fait pas rire. Je trouve que c'est malheureux de faire croire à une jeunesse qui a besoin d'être saine, le plus saine possible, que c'est cela l'amour. L'amour, c'est autre chose. C'est un respect. C'est véritablement une autre façon de considérer l'autre. Or, lorsque, par le biais de la télévision, par le biais de la radio, eh bien, on dit des choses comme ça, on invite quasiment le jeune à déserter, je dirais, l'amour véritable, l'amour authentique qui doit exister entre les êtres humains. C'est pourquoi moi je ne ris pas. Je suis peiné d'entendre des choses comme ça. Parce qu'une femme, j'aurais été jeune, une jeune fille, j'aurais dit mais comment, il ne me respecte pas alors le monsieur. De quel droit a-t-il pour parler comme ça de moi? Et parler comme ça de moi à la radio, à la télévision. Je suis très fâché très souvent lorsque je constate des propos tenus, souvent malheureusement par des hommes parlant de femmes. Et comment on se permet de rire, de dire que c'est bien, c'est pas bien. C'est pas acceptable, c'est pas convenable. Et après, ça dégénère, ça donne des comportements inacceptables aussi. Parce qu'on commence par un cœur, on fait OK, wawa, et après on donne des coups. Il y a une violence qui se crée dans les rapports humains.
qu'il y avait en plus des interventions sur l'éducation à la sexualité. Vous en avez déjà eu dans le collège, et à chaque fois, ce qui ressort, c'est que c'est extrêmement violent. Ça se fait aussi sur le ton de la violence. Mais c'est violent. Parce que, je vais vous dire ma propre réflexion, je ne dis pas que c'est la bonne. Nous avons eu quasiment la malchance de ne jamais connaître ce que c'est que l'amour. Pourquoi je dis cela? Nos sociétés sont nées de rapports esclavagistes, dans des plantations très souvent. Ces rapports-là n'étaient pas tournés vers l'amour de l'autre. N'ont pas permis, à mon avis, au véritable amour de se manifester. C'était des sociétés de survie. On faisait ce que l'on pouvait pour pouvoir se maintenir ou se préserver. Après, parce qu'on n'a pas toujours été dans l'esclavage, nous sommes arrivés au sujet de l'abolition de l'esclavage. Mais à ce moment-là, il fallait se construire. On avait à lutter contre la pauvreté. Il y avait une Martinique comme une Guadeloupe extrêmement pauvre à l'époque. C'était ça le problème fondamental d'une grande partie de la population. Là encore, l'amour n'était pas une priorité. Il fallait s'en sortir. Et puis après tout cela, je dirais à peu près après un siècle, on est arrivé à une société de consommation. On a appris à consommer. On nous a tourné vers la consommation, nous faisant croire que c'est là le but suprême de la vie. Et là encore, l'amour n'a pas été la priorité. Et même ce qui est détestable, et vous le savez, si vous réfléchissez, je pense que vous le savez, c'est que l'amour aujourd'hui s'achète. On peut déplorer, on raconte partout. Comment, je connais, j'ai été enseignant, j'ai discuté aussi avec des jeunes, comment pour une affaire de voiture, une affaire de collier, une fille qui a osé dire dans la presse, une fille de 15-16 ans, elle a dit, moi j'ai pas de problème, j'ai mon sponsor. Vous imaginez le mot? Et ça c'était comme ça qu'elle pensait le monde. C'était un rapport de sponsor, elle était un objet, on pouvait l'acheter, et c'est triste, je trouve ça lamentable. Et j'aimerais, et c'est pourquoi la culture aide aussi, qu'à travers des textes, des tableaux, des musiques, on aille toujours vers la réflexion, vers le questionnement, vers la remise en question de ce qui n'est pas acceptable pour arriver, si possible, à l'essentiel. C'est le message que moi je voulais faire passer et que je suis venu vous porter aussi aujourd'hui. À la page 68, vous citez Toussaint Louverture, Marcus Garvey, Frantz Fanon et d'autres. Pourquoi les avoir choisis, eux? Que représentent-ils pour vous? Ce sont ceux que je vais envoyer une expression d'un poète Baudelaire, les phares. Baudelaire, dans un poème, parlait des phares. Les phares de l'humanité. Des gens qui éclairent, des éclaireurs, des gens qui font avancer, des gens qui ont lutté. Et nous sommes tous les héritiers de ces gens-là. Nous portons tous en nous, quelque part, je dirais, une part des combats qu'ils ont pu mener pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est très important que les jeunes soient sensibles justement à cet héritage, soient sensibles à pourquoi, croyez-vous, je prends un exemple, j'aimerais vous dire un texte après. Pourquoi Mandela, posez-vous la question, pourquoi Mandela est honoré en Afrique du Sud, honoré de par le monde? Pourquoi le monde entier, les chefs d'État du monde entier viennent à son enterrement? Pourquoi cet homme-là est devenu un symbole? Pourquoi? Parce qu'il a su dépasser les questions limitantes, les pensées limitantes, ce qui entrave le développement de l'humanité, le racisme par exemple, qui est une question douloureuse. Il a su dépasser ça, il a su même pardonner à ses ennemis. Il a invité, lorsqu'il a été président, lorsqu'il est devenu président, ses propres bourreaux à partager, je dirais, son élection. Vous imaginez un peu la grandeur d'âme que cela suppose. Donc voilà pourquoi je parle de ces hommes-là, parce que pour chacun d'eux, je vous renvoie à allez sur Internet,
sur Google. Tapez, non mais tapez Lumumba, tapez Aimé Césaire, tapez Toussaint Louverture, tapez Marcus Garvey et vous verrez ce que ces gens-là ont accompli et ce qu'ils ont apporté à l'humanité. Je crois que c'est très important. Vous dites dans votre livre que les jeunes sont de moins en moins ancrés dans leur culture. Plus globalement, nous pouvons constater que notre société jeune et adulte se francise de plus en plus au niveau de la danse, de l'alimentation et de la musique. Qu'en pensez-vous? Je pense non seulement que c'est vrai, je pense que ça devient véritablement un problème. Vous savez que ça se passe aussi à la Martinique. On est obligé de réapprendre aux jeunes à se nourrir de plats créoles. Le jeune dit qu'il ne veut pas manger de fouilles à pain. Il va manger d'igname. Il va manger parade douce. Il va manger ce qui a constitué le fond, je dirais, l'héritage culturel aussi de nos parents, de ceux qui nous ont précédés. Le McDo a bouleversé convenablement la vie de tous les jours, de tout le monde. Et vous voyez que nous avons des problèmes d'obésité. On parle de plus en plus d'obésité à l'école. On parle d'obésité dans la société. Donc cela a des conséquences, ces choix que nous faisons. Parce que de plus en plus, on ne maîtrise pas ce qu'on mange. On n'en connaît pas la provenance. Et on fait confiance aux grands groupes qui nous aveuglent souvent par je dirais de la publicité, par des techniques de vente qui sont massives et qui finalement ne nous laissent pas le choix pour savoir ce que nous devons faire, ce que nous voulons faire. Ça vous rappelle des nouvelles qu'on a étudiées? On passe à l'attaque, comme dit Jovan. Alors, pour vous remercier d'être venu à la rencontre de ces jeunes, ils ont préparé une lecture de texte qu'on va vous présenter, qu'on va n'a pas de Prends ton chemin, révolte-toi contre tout ce qui t'avilit. Mobilise les forces du refus pour dire oui aux vraies valeurs. Debout dans ton pays. Debout dans ta culture, Debout dans ton temps. comme la tour de garde de ton gardien, de ton destin. Révolte-toi contre tout ce qui rabaisse l'homme en toi. Au monde du gaspillage, oppose l'économie et le sens de l'épargne. Au monde de la consommation, oppose la simplicité. Au monde de la domination, oppose la fraternité. Au monde des mirages, oppose la lucidité. Au monde de la division, oppose la solidarité. Au monde des sans-famille, oppose la famille du monde. Révolte-toi contre l'inacceptable. Bats-toi pour que tes parents soient des parents. Pour que tes professeurs soient des professeurs. Pour que ton pays soit un pays. Et pour que le monde soit le monde. Apprends à vivre comme un vrai jeune. C'est-à-dire une promesse de fruits meilleurs. Une espérance inlassable. Un projet tendu vers son accomplissement. Pour ce faire, tu n'es pas tout seul. Il y a à côté de toi des parents qui attendent. Il y a en face de toi des professeurs qui espèrent. Il y a autour de toi des frères qui veillent. Il y a derrière toi un petit qui veut que tu lui montres la voie. Il y a devant toi le chemin de ton cœur. Il y a sous tes pieds un pays qui patiente. Il y a au-dessus de toi un destin forcé. Il y a au fond de toi une conscience qui t'appelle. Écoute battre le cœur du monde. Il t'invite à bondir vers les étoiles que tu auras allumées. Emana yo 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 yo. 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 Emana yo yo yo.
prédominer. Marcus Garvey, homme politique jamaïcain considéré comme un prophète. François Fanon, psychiatre et essayiste français, est l'un des fondateurs du courant des pensées thermodistes. Rigobert Bach, militante révolutionnaire guatémaltaise. Elle défend les droits des Amérindiens. Elle a obtenu le prix Nobel de la paix en 1992. Cher Anta Diop, Historien, anthropologue, spécialiste en physique. Nelson Mandela, Dirigeant historique de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale avant de devenir président d'Afrique du Sud. Philosophe ascète et homme politique indien. Ravi Shankar, Compositeur indien. Compositeur, écrivain, dramaturge, peintre et philosophe indien. C'est pour moi non seulement une surprise, mais c'est avec beaucoup d'émotion que je reçois votre, je dirais, mise en scène de ce qui a été écrit et des messages que vous avez choisis avec votre professeur. Moi, ce que j'aimerais, c'est vous dire ce que Glissant a dit à d'autres jeunes au Lamentin, soyez fiers de vous. Contrairement à ce que vous croyez, je ne suis pas contre vous. Je vous dis, soyez fiers de vous, mais être fier de soi, c'est toujours tenir haut la barre de la condition humaine. C'est ce qui m'importe. Au revoir.